The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils ? Quelles interactions avons-nous vraiment avec nos téléphones ou nos tablettes ? Dans une série de 4 podcasts intitulés « Le numérique et nous » et réalisés avec le Collège des Bernardins, nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne. Pour cet épisode numéro 3, nous nous intéressons au désir dans un environnement numérique. Quelle émotion peut-on ressentir avec son téléphone entre les mains ? Le numérique redéfinit et redessine les contours du désir. On parle beaucoup de l'addiction à son smartphone ou à sa tablette. Face noire du désir qui nous pousse à être toujours plus connectés. Mais que reste-t-il du désir dans cette quête effrénée ? Gemma Serrano est avec nous pour répondre à ces questions. Vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Gemma Serrano. Bonjour. Comment peut-on décrire le désir dans le numérique ? C'est la première question. Normalement, le désir est toujours une sorte de nœud gordien auquel on tire énormément de fils. On va dire c'est la libido, on va dire c'est un manque, on peut dire c'est une attente, une volonté de quelque chose, on peut dire c'est une force vitale. Donc ce nœud gordien, c'est pas plus clair dans le numérique que sans le numérique. Et ce qu'on essaye de faire, c'est les penser aussi théologiquement. Qu'est-ce que le désir vient faire là et dans quelle tradition on se met nous-mêmes. Et du coup, ça reste très peu clair. On est toujours à rechercher un peu peut-être une définition ? Oui, je crois que les définitions de qu'est-ce que c'est, ça clôt aussi les discours parce qu'on devient univoque et le désir ne nous permet pas l'univocité parce qu'il est vraiment pluriel avec beaucoup des sensations, des sentiments, d'attentes, des besoins. Tout cela se mélange, tous ces mots et toutes ces expériences sensitives. Et donc, on ne va pas réussir à les mettre dans une boîte et voilà, on le regarde et c'est clair. Mais est-ce qu'on peut considérer que le désir dans le numérique est différent du désir en général ? Je ne croirais pas. Pourquoi ? Parce que on est tous, c'est pas parce que c'est le numérique ou les différentes manières d'interagir dans les environnements numériques que on arrête d'être des hommes et des femmes. Notre désir, il est toujours le même. Peut-être c'est les traitements, la manière de le faire, comment il est suscité, de quelle manière il est sollicité. D'accord, mais il est toujours... Alors, dans cette quête du désir, il y a plusieurs formes d'adhésion ou même d'addiction. Quelles sont-elles ? Alors, c'est que je réfléchis, c'est que on a beaucoup de discours qui se sont faits. Si vous connaissiez les discours entre les moments pré-numériques et les moments numériques, on a vraiment ceux qui sont en faveur de la technologie ou pas, certains vont dire ah ouais, les numériques nous isolent, nous manipulent, nous fait très bêtes, nous soumet, nous fait perdre l'intelligence, nous fait pas sentir, nous oblige à sentir certaines choses. Et d'autres qui disent non, c'est magnifique, c'est un lieu vide entre guillemets dans lequel on peut s'explorer, créer, innover. Notre désir se manifeste, on est plus libre. Et tout cela. Une chose, c'est aussi une seconde chose, c'est que d'autres vont dire on n'a plus du tout les désirs. Moi, je pense qu'il y a différents types d'adhésion qui se fait à l'environnement numérique. Une première adhésion, que c'est celle qu'on entend, surtout dans la presse, la plus entendue, c'est l'adhésion addictive. Il y a Stewart Brand qui affirmait en 1972 dans un article dans le magazine Rolling Stone qui disait « Qu'ils le veuillent ou non, les ordinateurs arrivent chez les gens. C'est une bonne nouvelle. La meilleure peut-être depuis les drogues psychédéliques. » Ouh, la comparaison entre l'ordinateur et les drogues psychédéliques. Pourquoi il va aussi loin que ça, cet intervenant de Rolling Stone ?
selon moi, ça lui plaisait les drogues psychédéliques. Et on est loin des ambiances hippies de l'époque où c'était vraiment ces promesses de libération, d'autonomie, etc. D'ailleurs, c'est cette ambivalence de ces promesses et ce qui est, on peut constater des machines à prédire, machines à percevoir, machines à contrôler. On est plein d'études de sociologie des usages qui utilisent ces mots. Donc, on est vraiment loin de ces ambiances hippies et la drogue n'est plus considérée une bonne nouvelle. Alors justement, on parle de drogue, on en a parlé au tout début du podcast, ce problème de l'addiction. Est-ce que le téléphone, c'est devenu une drogue, justement, ou comme une drogue en tout cas? Il peut devenir comme une drogue. Il y a beaucoup de travaux sociologiques très classiques comme Tolkien, Castells, Giorgi ou en philosophie, le philosophe Kingel. Ce qui est intéressant dans cette philosophe, c'est que lui, il va dire que c'est une drogue, mais qu'il ne procure plus les plaisirs de la drogue. C'est comme si on était addict, mais ça ne donnerait pas la satisfaction. On n'aurait plus les hallucinations psychédéliques, on n'aurait plus les paysages qu'on voit, qu'on imaginait. Voilà. C'est comme, il dit, la situation est pire que celle du toxicomane, parce qu'au moins les toxicomanes, il a sa satisfaction, il a ces moments où il déconnecte complètement avec le monde, et où il éprouve énormément de sensations. Et pour lui, vraiment, il nous dit exactement ce qui est très intéressant pour moi et qui demande, il va dire qu'on est dans une expérience comme un moteur au point mort qui effectue ses tours sans produire aucune traction. Alors oui, mais là, ça pose un problème. C'est-à-dire que d'avoir du désir et de le projeter par rapport à un outil numérique, très bien. Mais si au final, on n'a pas ce plaisir ou on n'a pas la sensation d'avoir fait aboutir notre désir, comment fait-on? C'est un désir qui est un petit peu qui est difficile à vivre. C'est un désir qui est difficile à vivre et dans ce que je considère, c'est que du coup, il n'y a pas ces satisfactions immédiates et il y a toujours le relance du désir. Parce qu'on a fait tous des comportements addictifs très, très quotidiens où on peut faire défiler les pages sans finalité concrète. Passer en revue la liste des contacts, mais on n'appelle personne. Ou on peut demeurer béat avec les photos et les vidéos proposées comme les meilleurs souvenirs, mais on s'en souvient vraiment de rien de tout ce qu'ils nous proposent comme les meilleurs souvenirs. Ou balayer continuellement des images. Au rester des heures. Et pourtant, quand on finit, et je ne sais pas vous, mais on n'a pas vraiment l'impression d'être très comblé ou satisfait. On n'a pas une expérience temporelle très longue ou très courte. On sait qu'on a été là. Et qu'à chaque fois, ces balayages, ces regarder, est toujours relancé. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Alors, c'est quelque chose qui me frappe justement, comment quelquefois, quand on observe les gens sur leur téléphone, ils regardent intensément, on a l'impression qu'ils sont sur quelque chose de très important, et en fait, pas du tout. Comme vous le dites, ils balayent des photos. Donc, cette quête du désir, c'est l'outil lui-même qui la déclenche. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a besoin d'avoir cet outil pour potentiellement être dans cette quête du désir, et peut-être même sans plaisir au final. On a besoin de l'outil, mais je ne sais pas si on passait autant de temps face à les images des familles quand on avait les tableaux ou tous les albums familiaux, parce que c'était quelque chose d'autre. Mais je ne dirais pas, je ne diaboliserais l'outil comme tel, surtout parce que pour moi, un téléphone n'est pas un outil, mais j'ai dit quelque chose de très banal, c'est un dispositif, c'est-à-dire il met en place tout un réseau de relations et il est plus qu'un seul objet.
dans lesquels on s'est dit, on se déconnecte et tout ira mieux parce que toutes les relations qui sont là, même si on est déconnecté, continuent à fonctionner chez nous. Donc, ce n'est pas une question de connexion ou pas. Alors, c'est justement un outil, mais alors, est-ce qu'à travers cette connexion, le désir, comme vous le dites, c'est finalement de se projeter dans une espèce d'autre réalité qui n'est pas forcément celle du moment, ou peut-être que celle du moment est un peu difficile. Donc, c'est un peu ça, ce désir, c'est d'aller désirer quelque chose d'autre qui est dans notre téléphone ou dans notre smartphone ou ailleurs? Je ne désirerai pas non plus, c'est pas pour vous contredire. C'est parce que, bien sûr, on peut désirer quelque chose d'autre qu'on va trouver aussi dans les téléphones, mais normalement, dans les téléphones, même là, dans les métros, on voyait les gens avec Instagram ou avec WhatsApp ou avec leur compte particulier, avec les applications dans lesquelles ils y sont. Dites-moi quelle application vous utilisez et je vous dirai qui vous êtes. Et c'est quelque chose vraiment du quotidien. C'est pas une sortie, une fuite, aller chercher un autre monde. Pour moi, vraiment, ces comportements, ils ne sont pas du tout déjà mis dans la dernière version du manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux. Donc, ce n'est pas encore mis l'addiction comme un trouble mental. Il y a vraiment une possibilité d'addiction, mais je crois qu'il se joue d'autres choses. Et d'autres choses comme quoi, par exemple? Est-ce que c'est, j'allais dire, un désir solitaire aussi, ce désir-là? Parce que quand on est dans un environnement numérique, on a un peu l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les autres et pour l'autre en général. Non, je ne pense pas qu'il est solitaire, qu'on est seulement isolé. Par exemple, la sociologue Torkel, qui avait écrit souvent sur cette conversation solitaire, qui c'était un monologue de tout un chacun. Après les confinements, elle est revenue après 15 ans quand même, plus de 15 ans des publications de cet ordre, elle est revenue en disant qu'il était possible dans l'environnement numérique tout type de relations, de collectivité, de différents degrés de présence. Et donc, il est solitaire parce que peut-être on est seul dans une pièce avec les outils, les dispositifs dans ces environnements, mais on est peuplé de personnes, des notifications, des messages, des photos, des sons, des voix. Donc, je crois qu'on n'a jamais... au contraire, on pourrait peut-être demander la solitude. The Conversation France. On a évoqué les formes, j'allais dire, d'addiction à travers ce désir au téléphone, mais il y a aussi d'autres choses. Oui, par exemple, il y a des gens qui disent, oui, les personnes ont fait confiance, et la confiance, c'est notre manière d'expliciter les désirs et les affects aux environnements numériques parce que ils ont pensé qu'il y avait une promesse de désintermédiation dans les rapports sociaux, dans la réputation, dans l'échange. Il y avait un abandon des institutions au profit des transactions directes et transparentes entre les individus. Et donc, cela a été pensé comme tel. Et on a dit aussi que ça donnait de la confiance nouvelle dans ces environnements. Moi, je proposerais avec les philosophes Mila Douay et Jacopo Dominicucci, c'est que plutôt de penser cette transition numérique comme une désintermédiation, c'est vraiment un déplacement de la confiance. Au contraire, il y a des nouvelles institutions qui se sont créées, qui sont devenues des nouveaux intermédiaires. Des institutions comme Uber, Airbnb, Glovo, Booking. On a posé aussi la confiance dans ces nouvelles institutions numériques. Donc, il y a eu vraiment déplacement de confiance. La raison qu'il donne est très intéressante. Il dit, les gens se sont attachés à cela, surtout par ignorance et un peu de paresse, disons, d'ingénuité, parce que c'était confortable.
Ils ont gagné vraiment la confiance par l'ignorance et les conforts et beaucoup de cas, la gratuité. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement, et d'une certaine manière, est-ce qu'un jour on pourra être un peu, j'allais dire, maître de ce désir numérique, et en tout cas de ce désir dans le numérique? Est-ce qu'on pourra le contrôler ou en tout cas savoir où on va et vers quoi on va? Je pense, je ne sais pas si c'est l'idée de le contrôler ou non, c'est peut-être la manière dont il est conçu, il est traité. Moi, je dirais qu'on ne peut pas imaginer à chaque fois les désirs dans les environnements numériques uniquement comme quelque chose, les gens sont attachés à leur téléphone parce qu'ils sont des toxicos. Ils sont attachés parce qu'ils sont paresseux, parce qu'ils sont ignorants, ingénus, parce qu'ils sont stimulables sans fin, parce qu'ils sont excités, leur libido sans arrêt, parce qu'ils sont soumis. Ça fait vraiment quelque chose d'humain comme une figure malléable, fatiguée et vidée. Pour moi, la proposition théologique que j'ai faite, c'est que le monde, l'environnement numérique, n'apparaît pas à la conscience humaine comme une donnée, comme les résultats des calculs, mais comme une promesse. Et au contraire, il active, allume le désir au lieu de l'épuiser. Le philosophe Bernard Stiegler parlait de la destruction du désir et demandait que ce désir soit remis à jeu. Moi, je ne parle pas qu'il y ait une destruction du désir, mais au contraire qu'il l'allume, mais il l'allume vraiment dans cette demande au monde, dans cette demande d'une capacité de répondre et une attente de reconnaissance. Donc, c'est plutôt... On n'est pas dans un monde qui ne parle plus, qui a perdu toute capacité de résonance, comme dirait le sociologue Hartmut Rosa, mais dans un monde où on est encore en temps de penser et en temps d'attendre que cela résonne, qu'on puisse être reconnu, que quelque chose est de l'ordre de la promesse. Et je pense que les environnements numériques touchent à cette caractéristique. En anthropologie théologique, on nomme l'affectum, les affects et les désirs d'être là au monde. Donc, le numérique ou la promesse du désir. Merci Gemma Serrano. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie, co-directrice du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. À bientôt pour les prochains épisodes de notre série Le numérique et nous. Merci. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.